Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 décembre 2016. Le titre du jour pour changer, pour faire dans l'original, les acheteurs gardent la main car comme depuis 5 semaines, les indices américains sont haussiers, les acheteurs ont la main, les supports tiennent bon, les nouveaux records historiques s'enchaînent. Donc, jusque nouvel ordre, on est haussier, le marché est haussier, l'analyse technique est haussière, les probabilités sont haussières. Et si et seulement si on casse un support un soir en clôture sur les US, on parlera de mise en place d'une correction, d'une consolidation, d'une respiration de ces marchés. En attendant, les acheteurs ont la main, la tendance est en place et il faut le prendre en considération. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Sans plus attendre, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans le quart d'heure US, on verra ensemble les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes de mouvement intraday, le Dow Jones Industrial Average est à l'équilibre à 19 240 points. Il a inscrit un nouveau record historique avant-hier, un autre hier. Peut-être le fera-t-il encore aujourd'hui, même si cela n'était pas le cas. Tant que le Dow Jones reste au-dessus de sa moyenne mobile à 7 jours, il est fortement haussier. Tant qu'il reste au-dessus des 19 100 points, l'ouverture de lundi matin, il reste haussier en données journalières. Le CAC 40, lui, consolide ses 48 heures de puissante hausse. Il est à 4666 points approximativement. Donc il est parti très fortement à la hausse dès lundi, dès l'ouverture. Il a enchaîné une cassure des plus hauts annuels et est passé dans le vert hier en fin de séance. Les acheteurs ont gardé la main et ont engendré un gap haussier ce jour. Suite à ce gap, on a touché les 4680 points, me semble-t-il. On consolide depuis. C'est tout à fait légitime. Il faut laisser du temps au temps, on ne peut pas monter tout le temps. Et puis je vous rappelle que demain on a quand même rendez-vous avec la BCE. Le VIX évolue sur ses plus bas annuels à 13,17 points, donc la complaisance est de mise et cela corrobore avec des marchés plutôt haussiers. Qui tout double pour le pétrole WTI à 50 $ avec les stocks de pétrole cet après-midi à 16h30. Le WTI est dans une tendance haussière de moyen terme et une tendance haussière journalière, mais à court terme il cale sous les 51,50-52 $. Il consolide depuis 48 heures. Notamment parce que la production des pays de l'OPEP et de la Russie en novembre était à son plus haut historique. Et on verra cet après-midi avec les stocks s'il redémarre à la hausse ou si au contraire il consolide un peu plus profondément vers les 48,8 $, son prochain support. Le dollar index est neutre à 100,5 points, attentiste avant la BCE. Et le fait qu'il soit neutre en attente permet d'une part un rebond technique de l'or, qui n'est pas à exclure, puisque l'or a perdu 180 $ depuis l'élection de Donald Trump. On est passé de 1340 à 1150, 1160. Donc à court terme, un rebond technique pourrait prendre forme. Quant à l'euro, c'est un peu la même chose. L'euro-dollar, il a bien rebondi depuis lundi matin, après son trou d'air sur les 1,0510. Il est remonté au-dessus des 1,07 où il se stabilise. Et attention, car si demain Mario Draghi nous parle de plus de quantitative easing en termes de temps, mais que à terme le quantitative easing pourrait se ralentir, voire même s'il augmente son programme de quantitative easing de mars à septembre prochain, mais que les rythmes d'achat mensuels ne sont plus de 80 mais de 70 ou de 60 milliards, ça pourrait changer la donne et ça pourrait donner un coup de fouet à l'euro qui, dans ce cas, partirait à la hausse complètement à contre-pied du consensus. Je vous ai écrit un papier
que je publierai en fin de journée qui récapitule tout ce que je viens de vous dire sur le CAC et l'euro-dollar en vue de la BCE de demain. Et comme d'habitude, on fera une émission ensemble à 14h15 pour suivre ce qu'il se passera avec Mario Draghi demain à 14h30. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx 50, eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Les banques italiennes sont dans une situation inextricable. Le gouvernement italien va devoir les aider. Les banques italiennes pourraient avoir à lever jusque 15 milliards d'euros pour gérer leurs créances douteuses. Puis je vous rappelle que 15 milliards, c'est rien, puisque les créances douteuses des banques italiennes, c'est 400 milliards d'euros. Sauf que, eh bien, quand les bancaires italiennes ne vont pas très bien, ça pèse sur les marchés. Mais quand elles vont très très mal, c'est l'inverse. Et oui, parce que quand des banques italiennes vont très très mal, l'État est obligé de les aider. La BCE est en soutien. Les marchés, constatant que la BCE est en soutien, sont rassurés. Les bancaires italiennes repartent à la hausse et tirent ainsi toutes les bancaires européennes. Et cela a été une des raisons de la hausse de ces dernières séances. Côté statistique, on a juste eu depuis ce matin la production manufacturière en Angleterre en baisse de 0,9% contre des attentes à plus 0,2%. Est-ce que ce sont les premiers effets du Brexit qui se font sentir? On verra ça à début 2017 plus profondément dans les prochains chiffres. Le chiffre du jour, c'est 485 millions, ce sont des euros, c'est le montant des amendes de la Commission européenne aux banques Crédit Agricole, HSBC et JP Morgan pour entente visant à manipuler les taux de référence de l'euro. Côté entreprise US, FedEx et UPS devraient profiter de la hausse mondiale de fret aérien de 8,2% en octobre sur un an, sa plus forte croissance depuis 18 mois. Lowe's a confirmé ses perspectives annuelles lors d'une journée investisseur. Mastercard va racheter 4 milliards de dollars de ses propres actions. Pfizer va payer 84,2 millions de livres pour abus de position dominante en Angleterre. Et puis Starbucks présente aujourd'hui son plan stratégique à 5 ans. Dans les plus fortes hausses, on retrouve Avon dans le luxe, on retrouve Noble Corporation dans la recherche et l'extraction de matières premières, on retrouve Netflix qui est toujours bien orienté depuis la publication de ses derniers chiffres le mois dernier. Dans les baisses, on retrouve Nike qui est toujours sous pression en tendance baissière et puis Chipotle Mexican Grill. C'est une chaîne de restaurants qui souffre toujours d'un manque de fréquentation suite à un problème sanitaire en début d'année. Et puis pour finir, ce matin on m'avait parlé du NZD-USD, je n'avais pas eu le temps de répondre à votre question, ce matin on a quand même fait une émission de 45 minutes que je vous invite bien évidemment à voir. Il s'agit donc ici d'un triangle sur le NZD, la sortie n'a pas été très propre, mais je voudrais que vous preniez en considération le fait que voilà, on a failli sortir du triangle, on est revenu à l'intérieur et là aujourd'hui on est arrivé au bout du triangle. Vous voyez que la borne basse, si on la fait continuer, elle arrive vers les 0,71. Donc on peut considérer que ce triangle sur le NZD-USD a été cassé par le haut et que tant qu'on sera au-dessus des 0,71 et de la borne basse de ce triangle, les acheteurs garderaient la main. Si et seulement si on se retrouve et on casse les 0,71, alors la donne changerait. J'ai choisi bien évidemment ce triangle sur le NZD-USD, vous ayant parlé des risques haussiers sur l'euro préalablement, souhaitant vous laisser entendre que le dollar jusqu'ici haussier pourrait ne pas continuer de monter en ligne droite et pourrait donc permettre éventuellement un rebond des paires en dollars. Et quand les paires en dollars rebondissent, en ce moment, en tous les cas, les deux monnaies les plus fortes contre le dollar, c'est l'euro et le NZD. Raison pour laquelle je vous ai parlé de l'euro et je vous montre le NZD. Ensuite, on passe aux indices boursiers et là, c'est très simple. Le Dow Jones est haussier en données trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières et 4 heures. Il n'a aucun signal baissier. Il n'y a aucun surachat, il n'y a aucune euphorie. On monte petit à petit dans une volatilité très faible. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, la tendance est haussière et les acheteurs ont la main et les risques haussiers restent forts. Si et seulement si on venait à casser la MM 7 jours, la petite moyenne mobile à 7 séances qui suit les cours, eh bien là ce serait une première alerte baissière. Ça me permettrait de redevenir neutre et non plus fortement haussier.
Si on cassait les 19 100 points, là, on parlerait d'une cassure de support clé et d'un retournement de tendance de court terme à la baisse. Mais nous n'y sommes pas. Tant que les plus bas sont de plus en plus hauts, tant que les supports tiennent, les acheteurs gardent la main et on est susceptible de continuer notre course. Le S&P 500, c'est un peu la même chose que le Dow Jones en un petit peu moins punchy. Le S&P 500 a consolidé en fin de semaine dernière. Il s'est bien repris dès ce lundi. Hier et ce matin, il faisait face à ses plus hauts. Pour l'instant, ça ne passe pas. Les indices américains ne sont quand même pas obligés de monter tous les jours, hein. Ils ont le droit aussi de faire des pauses sous résistance, de revenir tester des supports. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que la tendance haussière, quels que soient les replis, eh bien, elle reste en place et il n'y a aucune cassure de résistance. Ensuite, en Europe, le DAX a cassé hier les 10 780 points, les 10 800 points. Il a donné un signal majeur de moyen terme. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, les objectifs théoriques sont haussiers et sont relativement importants. Si vous prenez la hauteur du range dans lequel on était précédemment entre 10 200 et 10 800, vous ajoutez donc 600 points, ça vous donne 11 400 en objectif théorique. Donc parler de surachat ou parler de hausse puissante à court terme et du fait qu'on pourrait consolider, ou pourquoi pas, encore que je ne vois pas pourquoi il aurait besoin de consolider. Parler de retournement de marché, bah écoutez, je vous en parlerai si on revenait très rapidement sous les 10 750, 10 800, alors on pourrait parler d'un faux signal haussier et d'une reprise en main des acheteurs. En attendant juste que nouvel ordre, tant qu'on sera au-dessus des 10 750, l'analyse technique nous dit qu'on est haussier en données hebdomadaires, haussier en données journalières, qu'on est sorti par le haut d'un range et qu'un signal fort a été donné. Donc, quels que soient les replis, tant qu'on est au-dessus des résistances cassées, les acheteurs gardent la main. Concernant le CAC 40, on monte petit à petit. Le CAC 40, il est monté en dents de scie au mois d'août, septembre, octobre, novembre, petit à petit, pour enfin, là, décembre, casser les plus hauts du mois d'avril, casser les plus hauts de novembre, casser ses plus hauts annuels donc, et aller chercher l'équilibre, puisque je vous le rappelle, à 4640 points, on a la clôture de 2015. Donc tant que le CAC est au-dessus des 4640, il est positif en 2016. Donc c'est la même chose que sur le DAX, on a donné un signal franc. Si la BCE devait désappointer les opérateurs, on serait susceptible de revenir vers 4640 et de fermer le gap laissé ouvert ce matin sur le CAC Cash. Si la BCE nous disait qu'elle allait rapidement faire baisser son quantitative easing l'année prochaine, on pourrait peut-être faire même un repli assez violent vers 4570, 4610 points. Mais la seule chose qui m'importe, c'est que tant qu'on est au-dessus de cette zone ici en grisé, le carré là, la tendance est haussière, les supports sont défendus et les risques sont donc haussiers. Voilà. Donc certes, le CAC 40 vient de monter pendant 3 jours très fortement, mais il y a des raisons fondamentales et techniques à cela. Demain, la BCE devrait nous annoncer plus de QE. On verra la dialectique utilisée par Mario Draghi et on verra si ça engendre un petit repli ou si au contraire directement les acheteurs enfoncent le clou en direction de la prochaine résistance qui se situe à 4740 points. En attendant, l'indice de volatilité, le Volatility Index, est sur ses plus bas annuels. On a donc une volatilité qui est extrêmement réduite et qui est complètement significative en ligne avec des marchés qui sont haussiers. On va passer rapidement sur les actions US pour voir si on a des décalages de prix. Si vous souhaitez que je regarde certains titres américains, voire français, n'hésitez pas, posez-moi la question. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mouvement sur les actions US? On a US Steel Corporation qui reste en tendance haussière manifeste tant qu'elle sera au-dessus de son oblique haussière. On a First Solar qui tente de se reprendre et de se retourner. Et pour ce faire, il faudrait que le titre casse la zone des 33,50 $, 33,50 $. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les plus hauts ici de la mi-novembre, ce sont les plus bas de fin septembre.
C'était donc les anciens plus bas qu'on a travaillé avant de les casser. Donc la tendance est baissière. Là, elle est en train de devenir un petit peu plus neutre. Pour que les acheteurs démontrent qu'ils auraient potentiellement repris la main, il faudrait casser les 33,60 $. Tant qu'on est là-dessous, ça reste un rebond technique en tendance baissière. Après, Twitter est complètement stable à 18,40 €. Arconic, je me souviens même plus pourquoi on suivait ce titre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après une publication de résultats au mois d'octobre qui a fait chuter les cours, ces derniers se sont accrochés au plus bas annuel et tentent de se reprendre depuis. Donc ça, c'est toujours des phénomènes intéressants. Twitter, elle est posée autour des 18 $ depuis 2 mois, en l'attente de spéculation. Ford, toujours bien orienté, depuis qu'on a vu son retournement et petit à petit les acheteurs reprennent la main. Attention néanmoins, si Ford remonte vers les 13 $, 13,20 $, elle fera face à son oblique de tendance baissière de moyen terme. Dollar General, ah, là je l'ai manqué. Souvenez-vous, Dollar General, c'est un titre qu'on a beaucoup regardé quand il était posé sur support. Sous résistance, j'ai dit attention, on est sous résistance. Par contre, j'avais pas vu qu'on avait fait ce retour rapide à 70 $. L'ouverture comme ça du jeudi 1er décembre, on a fait un beau chandelier et les acheteurs ont repris la main derrière. Groupon, on glisse, rien de spécial à dire là-dessus. Tesla, on est sur le fil du rasoir. Alors Tesla, je préfère vous le dire avant que ça arrive, si ça devait arriver un jour. Si elle casse à la hausse les 200 $ et son oblique baissière, c'est un signal fort et on pourrait retourner vers les plus hauts historiques. Par contre, si Tesla devait casser les 178 $ à la baisse dans les semaines ou mois qui viennent, ce serait un signal très fort. Tesla promet énormément de construction de voitures, elle a du mal à être dans les clous et à répondre à ses objectifs. Il y a eu la fusion avec SolarCity, il y a des projets de dépenses dans tous les sens, mais il va falloir avoir assez de cash pour ce faire. Donc de plus en plus d'analystes commencent à douter du modèle de Tesla. Attention, si le support des 178 $ devait casser un jour, ce serait un signal baissier puissant, un changement d'état d'esprit après 3 ans dans ce range. Tetra Tech, elle continue de grimper, elle est toujours haussière. Ce titre est hallucinant. À court terme, elle est un petit peu plus neutre, mais vous voyez qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Donc tant qu'on est au-dessus des plus bas précédents et de la zone des 42,80, on est en tendance haussière, on peut continuer de grimper. Si on casse le précédent plus bas, là par contre, on commence à faire attention. Apple, elle est toujours en consolidation horizontale. Amazon, elle est aussi comme Apple en consolidation horizontale. Et puis Illumina a fini par casser son support de moyen terme, zone de prix qu'elle tenait depuis plus d'1 an. Elle l'avait même travaillé par le passé ici en 2014. Donc vous voyez que là, le fait qu'on casse les 128 $ pour la première fois en 3 ans n'est a priori pas une bonne chose. Donc à moins de se reprendre très rapidement et de clôturer au-dessus des 128 $ en fin de semaine, là ça commence à devenir un petit peu dégradé comme configuration. Alors Christian, je viens de passer aux matières premières, je vais couvrir les matières premières et puis le Forex rapidement et ensuite on reviendra sur les titres que vous souhaitez que je regarde. Concernant les matières premières, le gaz naturel continue de grimper comme un fou dans son canal haussier. On est exactement dans la même configuration qu'en mai-juin. On est dans un canal haussier à forte pente. Les acheteurs ont la main dans le canal. Le jour où on sortira du canal, eh bien, il faudra faire attention. Concernant les cours du sucre, ils ont bien réagi hier sur support. Ils ont tenté de repartir à la hausse. Aujourd'hui, on assiste à des prises de bénéfices. Donc, on a eu un chandelier hier qui nous montrait que la baisse n'était plus en place. Par contre, que les acheteurs reprennent la main, ça, c'est pas encore le cas. Pour ma part, tant qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas, j'ai tendance à penser que les risques baissiers restent forts. Seule une cassure des plus hauts précédents, donc désormais des 19,5 cents, nous montrerait que les acheteurs se sont effectivement mobilisés à court terme. Concernant le pétrole, on regarde le pétrole brut léger, donc le WTI. Il a échoué sous les 51,40 il y a 2 jours. Il consolide sur les 50 $.
C'est un seuil qu'il a touché hier et aujourd'hui. On est posé en situation d'attente. On a les stocks de pétrole à 16h30. Si les stocks sont bien inférieurs aux attentes, les cours pourraient être soutenus et tenter de retourner chercher leur plus haut. Si les stocks sont en ligne ou supérieurs aux attentes, les acheteurs pourraient être susceptibles de prendre des bénéfices et de renvoyer les cours vers les prochains supports qui se situent vers 48,8-49 $. Je vous rappelle qu'on est dans une tendance haussière de moyen terme, une tendance haussière journalière, mais que les cours ont quand même le droit de respirer une fois de temps en temps. Le platinium confirme la reprise dont je vous ai parlé la semaine dernière. C'était vendredi dernier, je vous ai parlé du platine qui se reprenait et qui confirme sa reprise. L'argent a réussi à sortir par le haut de la consolidation dont on parlait ce matin et que certains d'entre vous surveillaient. Et effectivement, l'argent et l'or tentent de se reprendre. On a eu des mouvements baissiers forts, le dollar consolide, donc les métaux précieux en profitent pour rebondir. Après, on n'est pas là pour parler de retournement ou de tendance haussière, on parle bien de rebond technique en tendance baissière pour le moment. Concernant le jus d'orange, attention, pour la deuxième fois, on vient d'échouer sous les 225-226, les plus hauts annuels et historiques. Donc si par la suite on venait à casser l'oblique ici qui passe par tous les plus bas, on aurait un double top et une cassure de support. Donc tant qu'on est au-dessus de cet oblique, on est en tendance haussière de fond et les acheteurs ont la main. Mais le fait qu'on échoue de nouveau sous les plus hauts est un premier indice. Le fait, si tant est qu'on le fasse, de casser le support serait un signal baissier. Et puis ensuite, le riz, il est toujours positif, au-dessus de son support. Tant qu'on est au-dessus des 9,70, les acheteurs ont la main. Si on repasse dessous, les vendeurs la reprennent. C'est à peu près tout sur les matières premières. Et concernant les devises, donc sur les devises, on va parler du dollar. Le dollar qui est dans la zone des 100,50 points, qui se stabilise. Je pense que tout dépendra de la BCE demain concernant le dollar et l'euro-dollar. Donc voilà, le dollar, il consolide depuis 10 jours après avoir atteint un plus haut jeudi 24 novembre. La hausse de taux est complètement pricée, les futurs bons chiffres sont complètement pricés. Donc là, les prises de bénéfices sont appuyées sur le dollar. Est-ce que le dollar va avoir touché les 100 sur le dollar index et repartir à la hausse dans le sens de sa tendance haussière, ou est-ce qu'au contraire il va avoir besoin d'aller chercher son support suivant à 99 points, ses anciens plus hauts d'octobre? C'est Mario Draghi, je pense, qui va nous aider demain à répondre à cette question. Si les dires de Mario Draghi pèsent sur l'euro parce qu'il augmente le quantitative easing en temps, il parle de 80 milliards par mois, il ne baisse pas les montants, il ne parle pas de baisse des montants fin 2017, alors l'euro pourrait être sous pression et le dollar repartir à la hausse. Par contre, c'est le scénario un petit peu spéculatif de contre-pied qui n'a pas ma préférence, mais qui a quelque chose d'intéressant à envisager, c'est que l'on assiste à un contre-pied sur l'euro. Si vous voulez, on n'a jamais eu autant de banques et de cabinets d'analystes qui nous ont dit de viser la parité, alors que l'euro venait de passer de 1,14 à 1,06. Et souvent, sur l'euro, quand on atteint un paroxysme de vente, c'est-à-dire un paroxysme de pessimisme, eh bien, il aime bien prendre tout le monde à l'envers. Souvenons-nous, décembre 2015. En décembre 2015, l'euro-dollar passe de 1,05 à 1,10 dans la journée. Donc je ne dis pas qu'on va reprendre 500 points demain. Ce que je vous dis tout simplement, c'est que si Mario Draghi est convaincant, arrive à presser sur l'euro et qu'on repasse sous les 1,0690, les plus hauts de la semaine dernière, alors l'euro repart à la baisse dans le sens de sa tendance baissière. Et je n'ai rien à dire de plus. Par contre, tant qu'on est au-dessus des 1,0690, 1,07 qu'on a testé hier et que l'on a tenu, eh bien, il y a un risque qu'on ait une deuxième jambe haussière, une poursuite du rebond technique en place. Si demain Mario Draghi nous parle du fait qu'il est susceptible de ralentir les achats d'actifs l'année prochaine pour les arrêter ensuite à terme si les objectifs d'inflation sont atteints, eh bien, il n'est pas inconcevable que le marché le prenne mal et qu'on voit l'euro à 1,0850 voire à 1,10. Donc voilà, à court terme, je garde à l'esprit qu'un contre-pied haussier pour aller contre le consensus sur l'euro est tout à fait possible.
et ce, tant qu'on est au-dessus de 0,690. Et on fera le point, bien évidemment, là-dessus, demain en live à 14h15 avec Mario Draghi. Alors maintenant, je vais regarder des titres qui m'ont été demandés par Christian. Alors, on va regarder... Alors, Christian, vous aimez bien les pépites américaines, hein? Vous les trouvez comment, d'ailleurs, Christian? Est-ce que vous les trouvez avec la plateforme? Est-ce que vous faites des recherches? Est-ce que vous lisez des revues en particulier? Alors, on parle ici de Silica Holding. Donc, quand j'analyse un titre, hein, je prends toujours le graphique, je le dépouille, je commence par des données mensuelles. Donc là, j'ai 1 an et demi d'historique. Je ne sais pas si c'est parce qu'on l'a mis tardivement sur CMC ou si c'est parce que c'est une société qui n'est pas bien vieille. On est parti quand même de 13 $ et on est à 54 $. On vient de faire pratiquement une hausse interrompue pendant 12 mois, Christian. Donc il est clair qu'en données mensuelles, c'est haussier au-dessus de la MM20 qu'on est venu tester en octobre et ici fin novembre. En données hebdomadaires aussi au-dessus des MM20. En données journalières, on a cassé les 49,50 $ qui bloquaient et on est haussier. Donc, que vous dire? C'est une superbe valeur, une superbe tendance mensuelle et hebdomadaire haussière. Mon seul souci, si vous voulez, c'est le timing. Si je devais rentrer sur une valeur de ce type, on est dans une tendance haussière, mais on est sur un haut de canal potentiel. On est dans une tendance haussière, mais le titre a été quadruplé depuis le début de l'année. Donc c'est haussier, ça peut continuer de monter tant que les supports tiennent et que la tendance est en place. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Après, en termes de timing, vous m'aurez compris, je pense. Le titre est suracheté, les cours viennent de passer de support à résistance en prenant 20% en quelques jours. Donc le timing est un petit peu complexe. Et le deuxième titre, c'est Cabot Oil and Gas. Donc ça, c'est un titre très 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 volatile. Vous voyez, 2008, on monte à 70, on redescend à 20 $. 2011, on est à 90 $, on redescend à 30. De 30, on va à 76, on redescend à 40. C'est les montagnes russes, ce titre-là. En données hebdomadaires à moyen long terme, on est quand même dans une tendance baissière. Il faut le garder en tête. Depuis le début de l'année, on a eu une belle reprise. Rechute des cours au mois d'octobre, mais les acheteurs semblent vouloir reprendre la main. On est sur les 24 $ qui avaient bloqué fin 2015. Si on arrive à casser les 24 $ et aller chercher les plus hauts récents à 26 $, c'est une bonne chose. Et le plus dur resterait à faire, casser l'oblique de résistance. Donc c'est très simple, mon avis sur ce titre-là, Christian. Tant qu'on est sous les 26 $, on est sous une résistance de moyen terme, dans une tendance baissière de moyen terme, sous une oblique baissière. Si un jour ce titre vient à casser les 26 $, alors c'est que l'on change potentiellement de rythme et qu'on pourrait connaître une vague haussière, un retournement de marché. Pour l'instant, c'est à la croisée des chemins sur les 24, et même si ça passe à 26, c'est un gros morceau, donc c'est un peu plus complexe comme titre. Voilà, j'espère vous avoir aiguillé avec ces quelques commentaires, et bravo à vous en tous les cas pour vos recherches, beau travail. Donc voilà, pour finir, on a des indices qui sont haussiers, on a un pétrole qui dépendra des stocks cet après-midi, on a 1 $ qui est en consolidation, qui pourrait d'ailleurs continuer demain en fonction des dires de Mario Draghi. Donc pour ma part, je vais m'arrêter là, je vais vous publier cette vidéo sur Internet, je vais ensuite vous publier mon analyse sur la BCE, le CAC et l'euro-dollar. Je vous retrouve demain à 10 h pour la matinale, à 14h15 pour le live BCE et à 15h45 pour le quart d'heure US. Bonne soirée à tous!